nouvel épisode aujourd'hui, bienvenue à tous, on va parler d'architecture, de photographie, d'architecture plutôt. J'espère qu'on va voyager un petit peu à Venise, à Hong Kong, un peu partout dans le monde. Je suis toujours avec mon pote Max, comment tu vas ? Ça va radieusement bien aujourd'hui. Tu vas bien ? Oui, ça va très bien. Moi aussi je vais très bien, aujourd'hui on a Thibaut Poirier qui est consultant en architecture d'un côté, photographe d'architecture de l'autre. Tu vas bien ? Ça va ? Ça va bien. On est très content de t'avoir, bienvenue à toi chez nous. Merci. On va parler de plein de trucs. La première question qu'on s'est posée, parce qu'il y a plein de photographies différentes, c'est pourquoi l'archi ? Avant même de parler de photo, pourquoi l'archi te plaît et occupe deux de tes deux jobs ? Ouais, c'est une bonne première question, on va dire. J'ai découvert un peu l'archi quand j'étais ado, quand j'avais 12-13 ans. J'ai habité, mon père était expatrié pour une entreprise qui s'appelle Air Liquide, donc du coup on a voyagé un peu à droite à gauche quand j'étais enfant, et quand j'étais ado, j'ai habité à Tokyo pendant 5 ans. Et donc Tokyo c'est quand même une ville, une très très grande ville avec beaucoup d'architecture très différentes, contrairement à Paris où il y a vraiment une homogénéité très claire dans les bâtiments. Tokyo c'est un peu chacun fait ce qu'il veut. Donc il y a vraiment une diversité d'architecture, et j'avais visité un bâtiment qui s'appelle le Tokyo International Forum d'un architecte qui s'appelle Vinoli, qui est un bâtiment en verre, on dirait une sorte de bateau en verre. Un atrium, c'est comme un grand palais, mais moderne. C'est assez incroyable. Et du coup, j'étais tombé un peu amoureux de l'architecture à ce moment-là. Et après, petit à petit, je me suis intéressé un peu à l'architecture pendant l'adolescence. J'ai fait une école d'ingénieur. Voilà. Comme Max. Voyez-vous ça. J'ai fait une école d'ingénieur un peu plus tard. Et puis, c'est vrai que j'ai voulu me remettre dans l'architecture, même si je n'avais pas fait d'école d'archi. Et à travers donc, du coup, le consulting un peu en architecture d'intérieur, mais surtout avec la photo, c'était un moyen de retrouver justement cet amour d'adolescence par rapport à l'architecture. Et donc du coup, c'est pour ça que je me concentre principalement sur l'architecture. Quand on voit tes photos et globalement les photos d'archi en général, on voit que c'est un milieu où il y a des codes qui sont quand même vachement rigoureux dans les compositions, dans les symétries, dans les verticales qui doivent être justement très verticales. Est-ce que selon toi, c'est un domaine dans lequel tu peux t'exprimer, ou est-ce que c'est un domaine dans lequel l'objectif va être de mettre la photo en retrait pour que l'architecte s'exprime et pour mettre justement l'expression de l'architecte au premier plan ? Alors déjà oui, il y a des oui, il y a des codes, qui sont très très rigides, on va dire, par rapport à de la photo de rue ou par rapport à peut-être même une photo de portrait ou autre. Et moi, c'est vrai que je me suis retrouvé un peu dans ces codes. C'est peut-être ma formation ingénieur, c'est bien connu, toujours carré rigide, les ingénieurs. Voilà. Et donc ces codes-là, comme tu en parlais, les verticales qui doivent tout le temps être verticales, c'est une des règles de base. Et je me suis assez bien retrouvé dans ce type de composition et dans ce type de format un peu plus rigide que le portrait ou la photo de rue, par exemple. Et je pense que l'objectif, c'est quand même de sublimer l'architecture, et donc de payer un peu hommage à l'architecte qui a fait le lieu, qui a créé le lieu, qui a imaginé du coup l'espace. Mais après, il y a quand même des jeux de lumière, il y a quand même des jeux de composition. C'est pas tout le temps on se pointe, on fait grand angle, un shot et puis on s'en va. Il y a quand même un peu de recherche par rapport du coup, au détail qu'a pu créer l'architecte. Il y a vraiment un dialogue entre ce qu'a voulu créer l'architecte et comment est-ce que le photographe veut le sublimer. Donc du coup, si le photographe travaille avec l'architecte, du coup, il y a un dialogue. L'architecte va lui dire ce qu'il veut photographier, mais quand c'est pas le cas, et moi souvent je vais photographier justement des choses qui ont déjà été faites il y a longtemps, il y a vraiment une recherche et une compréhension de l'architecture pour pouvoir justement la mettre en valeur. Je me sens assez à l'aise avec cette rigidité, et je peux exprimer ma créativité justement dans ce milieu un peu fermé. Avant qu'on fasse un saut dans ton process, dans la manière dont tu choisis tes sujets, tout ça, pour qu'on comprenne bien, j'aimerais bien que tu nous dises un peu pour qui tu travailles, si tu travailles pour toi, ou si tu travailles pour des commandes, par exemple, de gens qui ont besoin de photos de leur bâtiment et de leur édifice, pour par exemple des architectes aussi. Tu travailles pour toi ou Je fais les deux en fait. Tu fais les deux ? Je fais les deux. Alors, la plupart du travail que je publie, c'est mes séries personnelles. Après, il y a des collaborations avec des architectes
où du coup là je me mets vraiment pour le coup totalement en retrait, parce que l'objectif c'est que l'architecte puisse partager ses photos et c'est pas nécessairement mon nom qui apparaît. Là on est plutôt sur de l'architecture. J'aime beaucoup aussi les intérieurs, les appartements, les beaux appartements. Enfin c'est un peu, je pense, comme ça que je suis aussi rentré dans l'architecture. Et donc du coup je travaille avec des architectes sur principalement du coup des intérieurs. Et sinon non, c'est des séries plus personnelles. Après quelques marques, j'avais travaillé pour quand on travaille pour Saint-Gobain par exemple, qui n'est pas une entreprise d'architecture mais qui fournit tout le verre et tous les matériaux pour le sol de la Tour Eiffel ou la Tour First à la Défense ou le Grand Palais, on va dire. C'est aussi une collaboration, pas avec un architecte mais avec une société de construction historique française, donc c'est assez intéressant. C'est cool de pouvoir faire les deux. C'est quoi la différence entre, très, très naïve comme question, mais c'est quoi la différence entre shooter par exemple une église ou shooter un appartement? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus de contraintes? Est-ce que dans la mise en place, dans le travail en amont, etc., c'est vraiment différent? Ou est-ce que toi tu vois des codes qui se répètent un peu partout? Sur la technique, je pense qu'il y a des codes très clairs. On a parlé des contraintes, justement, des règles un peu de l'architecture. Il y a des contraintes de luminosité, de composition, on va dire. Mais après, quand on shoot un appartement, il y a plus de staging. On peut plus bouger les choses, on peut plus mettre en valeur les choses. Quand on est sur des bâtiments historiques, des églises, des bibliothèques, globalement, on a 15 minutes pour faire sa photo, on peut marcher un peu, se balader. Bon, ça dépend. Il y a des moments où on est un peu plus libre, mais il y a quand même plus de contraintes. Et aussi en termes de luminosité, on ne va pas nécessairement chercher la même luminosité, puisque quand on est... moi, quand je shoot généralement des grands lieux ouverts, je ne veux pas avoir une lumière directe du soleil. Donc je vais plutôt être sur des journées où c'est nuageux pour avoir une lumière qui est beaucoup plus diffuse. Et voilà, une lumière un peu comme ça, pour avoir justement pas trop de contraste dans l'image et pour pouvoir ensuite jouer en post-prod beaucoup plus facilement sur les contrastes ou les couleurs. Parce que s'il y a vraiment des lumières qui rentrent en plein, dans le cadre, ça va créer un style qui est différent mais qui ne va pas être homogène d'une image à une autre. Oui, et c'est vrai que je cherche quand même une homogénéité assez marquée dans les séries que j'ai produites là. Je suis justement sur ton site. Je vois que tu l'as vu aussi. On passe d'espaces sacrés, donc dans les églises, à la Californie, aux bibliothèques. Tu as fait une série sur les bibliothèques, sur Venise qui dort. On va vraiment dans le monde entier. Comment tu choisis tes sujets? C'est quelque chose qui te touche à la base d'un point de vue architectural? Ou comment tu choisis un peu ce que tu vas shooter? Alors il y a les intérieurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui me touche personnellement, parce que comme j'en parlais au début, c'est vrai que cette expérience dans ce bâtiment à Tokyo quand j'avais 12 ans, c'était vraiment une expérience dans un bâtiment massif, et donc j'ai essayé de trouver des thématiques où je pouvais vraiment déployer une série sur... c'est pas nécessairement facile de trouver une thématique où on peut déployer 20-30 photos de lieux qui sont quand même assez exceptionnels et qui ont une fonction qui est bien spécifique. Les bibliothèques, les églises, c'est des lieux qui existent depuis des centaines d'années, qui ont une fonction qui est spécifique, mais qui vont justement pouvoir accueillir du monde pour des événements, les bibliothèques comme les églises, on peut venir, l'église peut être pleine ou on peut venir juste pour se recueillir, et donc elles ont des fonctions qui sont un peu différentes, mais qui parlent à chacun de nous. Tout le monde a visité une bibliothèque ou une église, surtout quand on vient en Europe, c'est assez impressionnant. Et donc il y a vraiment cette volonté de créer une série justement avec des lieux qui ont des fonctions spécifiques, mais avec des architectures qui vont varier. Et donc du coup, quand on regarde que ce soit les bibliothèques, une bibliothèque de 1728 ou une bibliothèque de 2015, on n'a pas du tout les mêmes architectures, mais on a la même fonction, et ça permet dans la série de mieux comprendre ce qu'a voulu dire l'architecte. Ah oui, effectivement, on passe de choses vraiment... Ouais, donc ça, c'est par exemple, c'est la bibliothèque du musée du Rijksmuseum d'Amsterdam, qui est un peu comme le Louvre d'Amsterdam. Et donc ça, c'est une bibliothèque, je crois, de 1850. Et la bibliothèque qui est blanche, qui est juste après, ça, c'est une bibliothèque, je crois, de 2009 à Stuttgart. Et là, du coup, on n'est pas du tout sur la même fonction. Quand on regarde les bibliothèques parisiennes, je ne sais pas si vous avez étudié dans les bibliothèques parisiennes, mais c'est très
c'est très étudiant, on va dire. Il y a des tables, c'est fait pour que les étudiants viennent travailler toute la journée, alors qu'en Allemagne, non, c'est plutôt un endroit où il y a des livres. Donc on va venir, on va prendre un livre et puis ensuite on va aller dans une salle de lecture qui est annexe. Alors que vraiment les bibliothèques parisiennes, on le voit bien ici, c'est salle de classe gigantesque. C'est ça en fait, c'est vraiment cette ambiance studieuse que ce soit sur la BNF ou Sainte-Geneviève. Donc on voit déjà géographiquement des utilisations de ces lieux qui sont différentes et à travers le temps justement des évolutions dans la fonctionnalité de ces lieux-là. C'est marrant parce que tu parles de fonctionnalité, de la manière dont on utilise ces lieux, donc forcément avec un rapport à l'humain, presque anthropologique. Et pourtant, dans aucune de tes photos, on voit d'humain. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une volonté très claire et ça se sent dans les photos. Après, il y a quand même de l'inspiration. Déjà, je trouve que ça permet d'avoir une homogénéité très claire du coup d'une photo à une autre. Si on a une photo avec des humains et une photo qui est vide, du coup, moi, je trouvais que ça dérangeait un peu dans l'homogénéité. Ça permet d'avoir une photo claire et précise à un moment donné, juste de l'architecture. Et donc, ça permet de laisser parler l'architecture. D'accord, c'est pour pas déranger la lecture du bâtiment. Exactement, la lecture du bâtiment. Et puis il y a le côté intemporel, tu es en train de dire aussi. Il y a le côté intemporel, exactement. Et puis après, si vous connaissez, mais du coup, il y a quand même des photographes qui ont un peu initié cette démarche de photographie d'architecture d'intérieur, comme Candida Hofer, qui faisait des photographies sans personne. Même moi, j'étais beaucoup inspiré de la série de théâtre de Sugimoto, qui est photographe japonais, qui faisait du coup, qui allait dans les théâtres et qui ouvrait l'obturateur au début du film, qui laissait tourner tout le film, et du coup c'était juste la lumière du film qui permettait d'éclairer la salle. Donc il y a vraiment cette inspiration de ces deux photographes-là dans ces séries-là, et c'est vrai que dans ces séries, il n'y a pas d'humain. C'est marrant parce que Sugimoto, il est aussi photographe d'archi, et comme toi, il a la double casquette, il est aussi architecte. Ouais, je crois, il fait des... Ouais, exact. C'est marrant. C'est ton sensei. Le sensei. Ah ouais, là, c'est un bon sensei. Je voyais les bibliothèques, là, t'es allé à celle de Coimbra au Portugal, parce que je l'avais visitée et je crois qu'elle est connue. Je pense que c'est une de celles-là, Okay. Ouais, elle est à l'ancienne. Et en fait, il m'expliquait que, petit aparté, qu'ils utilisent des chauves-souris pour que les insectes soient mangés et qu'ils dévorent pas les livres. Du coup, en fait, quand tu te balades dans la bibliothèque, t'as des chauves-souris en permanence qui traversent la bibliothèque. Ça, c'est assez fou. Mais je crois que celle-ci, c'est la plus vieille. Je crois que c'est 1728. Et du coup, là, on voit, il n'y a pas de table. C'est vraiment une bibliothèque. En plus, en enfilade, il y a trois pièces. Et du coup, celle-ci, j'avais pu la visiter avec le directeur de la bibliothèque, parce que c'est un lieu ces lieux-là, généralement, il y a une photo de Trinity College à Dublin aussi, qui est une de mes photos qui est assez connue. C'est des lieux qui sont visités par des centaines, voire des milliers de personnes tous les jours. Donc, de pouvoir accéder à ces lieux vides et généralement accompagné soit du directeur, soit d'une personne qui connaît la bibliothèque, c'est aussi un privilège assez... c'est très sympa. Tu fais comment pour avoir personne sur les photos ? Alors, des longues expos ou Non, je demande des autorisations. Là, clairement, à chaque fois, c'est... sur les bibliothèques, c'est à chaque fois des autorisations. Sur les églises, quand on va dans une église en plein milieu de la journée, il y a rarement du monde. Surtout dans des églises un peu modernes ou un peu plus cachées, on va dire. C'est justement celle que j'ai photographiée. Donc les églises, c'était un peu plus simple, mais quand il y a des bibliothèques, il faut demander des autorisations. Est-ce que tu as profité, je mets entre guillemets, du Covid avec les lieux vidés pour shooter certains lieux que tu n'aurais pas pu shooter avant, ou au contraire ça t'a desservi ? Non, j'ai pas pendant le confinement là, j'ai pas profité. Peut-être que c'était peut-être que c'était pas fondé de ma part, mais je me suis dit qu'avec toutes les contraintes sanitaires, aller demander à des lieux qui étaient déjà en difficulté de pas avoir de monde, et je pense qu'ils étaient sous-staffés et du coup qui étaient peut-être juste laissés un peu vides, de demander des autorisations pour faire des photos, c'était peut-être pas le moment, mais oui, ça aurait pu être sympa. Mais par contre, j'ai pas profité du premier confinement pour shooter. Paris, par exemple, j'aurais bien fait des photos de Paris vide. Ah oui, bah oui. Et en fait, j'ai quand même bien respecté le premier confinement. J'aurais peut-être dû faire
une demande spécifique à ce niveau-là. Il y a un photographe assez connu, excuse-moi, il y a un photographe assez connu aux États-Unis qui a photographié tout New York, je sais plus comment il s'appelle, vide. Ouais, j'ai vu son livre qui sort là. Ouais, et tu sais comment il a fait pour photographier New York vide? Genre, il le dit dans son bouquin et moi, ça m'a tué. En fait, il fait ça le jour de Noël tous les ans. Ouais. Parce que tout le monde c'est vraiment le seul jour de l'année où tout le monde est en famille, tout le monde est à la maison. Et il arrive à avoir. Alors, il y a les voitures sur ses photos, mais il n'y a personne, jamais personne. Ouais. Et il n'a pas trop de difficultés. Il disait vraiment un matin du 25 décembre. Ouais, bah, c'est un peu. Là, moi, je vais en profiter. J'habite à Paris, mais du coup, là, j'étais en vacances à Saint-Malo. Je suis revenu tout à l'heure et je repars encore pour les vacances pendant le mois d'août. Mais là, sur les prochains jours, je suis à Paris tout seul. Du coup, je vais en profiter pour shooter un peu Paris vide parce que mois d'août, Paris, c'est vrai qu'il y a moins de entre le 10 et le 15, généralement, c'est assez vide. Ça dépend des quartiers. À Montmartre, il y a du monde encore. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est je sûr. ne vais pas à Montmartre. Sur ton site, du coup, j'ai commencé à me balader dessus. On passe de Venise, en Patagonie, en Californie, jusqu'à Hong Kong. On a commencé à en parler juste avant l'émission entre nous. Tu voyages pour faire des photos ou tu voyages à côté en tant que touriste et tu prends ton appareil photo et t'en profites Alors, je fais les deux. C'est vrai c'est ce qu'on s'est dit un peu. Moi, j'ai pas mal voyagé du coup quand j'étais gamin avec mon père, parce que on a habité du coup au Japon, mais aussi au Canada, aux États-Unis, en Argentine, en Afrique, tout ça pendant globalement de ma naissance à mes 18 ans à peu près. Ah oui, d'accord. Donc j'ai vraiment ce goût du voyage que j'ai pu un peu redécouvrir avec la photo. La plupart des séries qui sont là, c'est quand même des photos qui étaient... non, celle-ci, Patagonie, j'y étais allé pour faire du trekking et puis j'ai vu des petites maisons qui étaient marrantes. Ça, après, c'est... je pense que tout photographe a des séries sur lesquelles il va travailler pendant longtemps. Typiquement, les bibliothèques, les églises, c'est des séries qui sont très contraignantes. On demande des autorisations. On peut avoir des retours au bout de 3-4 mois. C'est des séries qui vont prendre 18 mois, 2 ans potentiellement. Et ça peut être un peu frustrant quand on a envie de sortir quelque chose ou des séries un peu plus légères. Donc du coup, il y a des séries qui sont un peu plus légères, un peu plus courtes. Ça en fait partie. Typiquement, la Californie, c'est un peu le même cas. Venise, c'est un peu le même cas. C'est des séries que je vais shooter peut-être en 3-4 jours. Du coup, qui vont pouvoir assouvir le besoin de produire et de sortir des photos quand justement on a des séries qui sont aussi contraignantes que ça les intéresse. Est-ce que c'est des séries des fois que tu as créées après coup? En fait, tu t'es rendu compte que tu avais shooté beaucoup le même sujet et puis tu t'es dit je vais regrouper ces photos, ou vraiment il y a ce travail de préméditation et de recherche à chaque fois, même pour tes travaux plus perso, plus légers? Non, sur les travaux plus légers, globalement c'est généralement lié à un lieu, on va dire, à une ville ou à un endroit. Donc généralement c'est shooté assez rapidement. Sur les séries de bibliothèques et d'églises, en fait c'est pas nécessairement, je me suis dit je vais faire 30 photos d'églises modernes. C'est plutôt, j'ai voyagé, j'en ai shooté une, et puis après 1 an plus tard j'en ai shooté une autre, et puis je me suis dit peut-être quelque chose. Puis après petit à petit ça s'accélère, on voit qu'il y a du potentiel, et généralement au bout de 3-4 on se dit ok, là il y a quelque chose, je vais y aller. Et puis après c'est à ce moment-là que ça devient plus, on va dire, compliqué, parce qu'il faut commencer il y a énormément de travail de recherche de lieux, parce que personne nous dit voilà les 20 qu'il faut shooter, vas-y. Il faut déjà trouver celles qui plaisent, celles qui me plaisent, celles qui me parlent, celles qui pourraient être visuellement intéressantes, parce qu'il y a quand même beaucoup de lieux qui sont magnifiques mais qui sont pas photographiables. En fait, il n'y a pas de point de vue qui permet d'avoir vraiment ce côté immersif dans la photo. Donc il faut justement trouver celles qui sont bien, celles qui sont shootables, et puis ensuite faire les autorisations et ainsi de suite. Ça t'arrive d'arriver dans un lieu et d'avoir beaucoup d'attentes parce que le lieu te parle beaucoup, et en fait de repartir frustré parce que t'as pas trouvé le point de vue que tu attendais, ou la fenêtre de tir que tu attendais, et au final de pas avoir su retranscrire un peu l'énergie que tu avais trouvée là-bas? Oui, ça arrive. Il y a des endroits où je suis allé et il n'y a pas de photo, tant pis. Et en général, c'est ça, il n'y a pas de point de vue, ou tu étais au mauvais moment? Ouais, il n'y a pas de point de vue, c'est mauvais moment, ou c'est juste que au final, après, je pense tous les photographes, on le fait tous, on arrive sur le lieu, on est très excité, on prend les photos, et puis après on rentre, et puis on fait les retouches, et puis finalement, en fait, ça marche pas, quoi. Ah, c'est même pas sur le moment que tu te dis que... Non, après, sur le moment,
le truc, c'est quand on est sur le moment, soit on dit, bon, je shoot rien, soit on se dit, ok, j'ai quand même fait le déplacement, je fais 3 heures de train pour venir là, je vais quand même prendre 2 ou 3 photos, je vais pas en prendre 25, mais après, ça marche peut-être pas. Mais pour éviter ça, je fais quand même énormément de recherches en amont, que ce soit beaucoup de Google Photos déjà pour trouver, mais ensuite pour trouver beaucoup de points de vue différents, et puis valider le fait que ça vaut le coup. Parce que quand on a la chance en Europe de pouvoir voyager assez facilement, en train ou en avion, c'est peut-être 2 heures, donc bon, au pire, on peut le faire dans la journée, et si ça valait pas le coup, c'est pas très grave, mais c'est quand même assez contraignant en termes de temps. Donc l'objectif, c'est vraiment de me préparer, de me baquer au max pour être sûr que je vais pas sur le lieu pour rien, quoi. Est-ce que tu donnes une petite valeur un peu immortelle à tes images pour les bâtiments qu'elles concernent? Tu vois ce que je veux dire dans le sens de l'archive, quand le bâtiment il sera plus ou qu'il aura changé? Oui. Alors déjà, il y a des lieux qui vont perdurer, mais clairement sur les églises, il y en a qui vont pas perdurer plus que ça, et puis qui vont, on sait bien, l'architecture, c'est quand même ou les bâtiments, c'est quand même des lieux qui demandent de la maintenance. On parlait des chauves-souris tout à l'heure, mais la bibliothèque de Coimbra, ils ont dû changer tout l'éclairage, parce que l'éclairage à l'ancienne, il était en train de fusiller les livres, en fait, et donc du coup, et même les peintures qui sont au plafond. Donc on sait bien que d'ici 50 ans, 100 ans, 200 ans, ces lieux-là, ils auront vécu un peu différemment. Il y a plein de nouvelles contraintes de sécurité qui font qu'on est obligé de réaménager les lieux, qui détruisent un peu aussi la beauté historique de ces lieux. Donc du coup, il y a cette démarche pour la postérité. C'est un truc qui te touche quand même. Ouais, c'est pas une seule conséquence de prendre la photo et donc du coup de rendre le lieu immortel. C'est vraiment un truc auquel tu penses en amont, dans l'archive. Dans l'archive, ouais. Et puis il y a quand même beaucoup de monde qui pourra jamais visiter ces lieux, parce que c'est des lieux qui sont pas nécessairement très faciles à visiter. Et donc c'est aussi un moyen de pouvoir partager cette architecture que moi je trouve magnifique avec le reste du monde. Voilà, chacun a sa sensibilité dans la photo, dans le cinéma. La photo d'architecture, c'est quand même quelque chose qui est assez spécifique. Mais ces lieux-là, pour moi, ils parlent à tout le monde. Donc du coup, il y a vraiment cette démarche de vouloir démocratiser un peu ce que moi je vois et ce que moi je ressens quand je vais dans ces lieux-là. Et globalement, oui, c'est un peu une double démarche, mais qui est quand même principalement artistique. Et qui est OK. Ouais. Si tu veux bien, on va te proposer un petit jeu qu'on adore. Moi, j'adore ce jeu. Max, il fait l'émission juste parce qu'il attend ce jeu. Je le vois depuis tout à l'heure, il me regarde. Si ça pouvait être que ça, l'émission, ce serait encore mieux. On aime bien se promener sur l'Instagram de la personne qu'on reçoit, sur le compte Insta, mais sans regarder. C'est-à-dire que je vais faire défiler les images et Max va m'arrêter sur une photo. Et en général, il y a souvent une histoire ou un moment ou tu vois un truc un peu rattaché à cette image qu'on voit pas quand on voit seulement l'image. Ouais. Donc on va laisser le hasard faire. Je commence à scroller. Je sais pas si ton compte est long. Non, faut pas scroller trop longtemps. Stop. C'est celle-ci. Ok. Bon, ça. Du coup, c'est une photo du dessous de la Tour Eiffel. Du coup, il y a la prod qui est curieuse. Ouais. Bon, c'est une photo un peu classique de Paris, donc ça, j'ai dû shooter ça il y a quelques années. On est trop remonté, c'est ça, Thibaut? Non, ça va. Mais globalement, on voit cette recherche aussi de la symétrie, un peu du... Si on ne le savait pas, on pourrait... Enfin, les gens qui ne se connaissent pas ne se diraient pas que c'est la Tour Eiffel. Il y a vraiment une recherche de la géométrie, de la symétrie. Et puis, à ce moment-là, je faisais beaucoup de photos de nuit. Il y a beaucoup de photos de nuit aussi de villes comme Tokyo ou Hong Kong, parce qu'il y avait déjà un peu cette fascination pour les bâtiments la nuit, qui prennent vraiment une autre vie. Les couleurs de villes comme Tokyo qui illuminent du coup les bâtiments totalement différemment que pendant la journée. Et ça c'est une photo assez classique. Non, mais c'est marrant parce que là, en l'occurrence, on reconnaît la Tour Eiffel puisque c'est un symbole et qu'on a vu, on reconnaît les pieds et les arches. Mais c'est vrai que si c'était moins connu comme bâtiment, c'est un point de vue qui permet pas d'identifier le bâtiment. Donc en fait, tu te permets totalement, et c'est totalement dans ta démarche, de montrer un édifice ou un peu l'envers du décor. Ou sous un point de vue qui permet pas d'identifier l'endroit. On en parlait un peu au début, mais c'est vrai qu'il y a cette volonté en tant que photographe d'architecture de trouver des points de vue qui sont un peu différents. Forcément, aujourd'hui,
les bâtiments comme la Tour Eiffel, mais bon, la Tour Eiffel c'est vraiment un cas particulier, mais je pense que de plus en plus de gens sont quand même intéressés par l'architecture. On en parlait, les églises, chaque touriste qui vient en Europe visite les églises, les bibliothèques ont beaucoup de succès aussi, les musées qui sont aussi des bâtiments assez monumentaux sont très photographiés, et donc du coup il y a cette démarche de vouloir apporter autre chose et de pouvoir trouver des points de vue qui sont différents. Que les gens n'auront pas forcément, voilà. Que les gens qui passent dans la Tour Eiffel et qui font comme ça, là, n'auront pas forcément, tu veux dire. Après, c'est vrai qu'avec l'architecture, en fait, on est sur un sujet qui est très statique, contrairement à la photo de rue. Donc, sur l'originalité, on peut pas... on peut jouer sur la lumière, on peut jouer sur les compositions, justement, de trouver des points de vue qui sont différents. Mais tu peux pas recréer le lieu. Tu peux pas recréer les lieux. Donc, et puis c'est aussi dans la recherche des lieux sur les séries de bibliothèques, sur les séries d'églises, c'est vrai que le lieu, c'est 80% de la photo. Enfin, on peut pas se mentir. On peut pas venir dans un lieu qui est moche et faire une très belle photo. Enfin, ça va être très compliqué. Après, l'objectif, c'est vraiment de prendre la meilleure photo. On en fait une autre ? Allez, tiens, j'ai envie de scroller aujourd'hui. Est-ce que tu m'autorises à scroller et dire stop ? Je crois que tu n'auras pas le droit. Je t'autorise. Attends, t'en fais un peu trop. Vas-y, remonte un peu. On va aller vers le... Je sais pas le faire, du coup. C'est quoi ? Tu dis stop, c'est ça ? T'es prêt ? Je suis prêt. C'est pas si facile, tu vois. Vas-y, remonte. Stop. Là, on a encore une bibliothèque. Ouais, c'est celle dont on parlait, le Rijksmuseum de tout à l'heure. Alors, ça, c'est du coup... Il y a des bibliothèques plutôt ouvertes au public qui ont plutôt des vocations, on va dire, touristiques. Il y en a qui sont plutôt des bibliothèques de chercheurs, par exemple. Donc, celle-ci, on ne peut pas y accéder. Celle-ci, c'est vraiment une très belle bibliothèque, mais donc du coup qui est une sorte d'annexe du musée. Quand on est touriste, on peut que accéder au dernier étage, donc on voit la bibliothèque de très haut, et donc on peut pas prendre la photo qui a de la valeur. Et donc là, il y avait eu quand même des autorisations un peu... On se croirait dans Harry Potter. Ouais, c'est très Harry Potter. On a vu plein de photos et puis on en voit davantage, même si on va sur ton compte Insta et même mieux sur ton site pour les voir en série. On a déjà parlé de cette rigueur chirurgicale sur les verticales, sur les symétries, etc. On a tous déjà essayé, je pense, de prendre en photo avec un appareil photo classique un bâtiment qui est un peu haut et donc forcément d'avoir le réflexe sans mauvais jeu de mots, de lever l'appareil. Et on a les perspectives, forcément, puisqu'on change le point de vue, on a les perspectives qui se cassent la gueule, qui convergent. Sur tes photos, c'est pas le cas. Du coup, je sais que tu utilises un matériel un peu spécial, des objectifs un peu spéciaux, notamment. Et je crois que tu nous les as amenés. Ouais, je les ai amenés. Ça peut être super intéressant de les voir et de comprendre un peu comment ça fonctionne, tout ça. Je vais vous montrer la bête. Mais quel est ton secret, Thibaut ? Alors, déjà, juste pour confirmer ce que tu dis, il y a vraiment cette... c'est un effet optique, mais quand on fait monter ou on pointe vers le haut l'objectif, surtout sur des grands angles. Quand on a un smartphone, on ne voit pas vraiment la différence. Ah ouais ? Mais quand on a moins que quand tu as un grand angle, tu es droite sur les côtés, genre elles sont à 45 degrés. Donc du coup, après, plus tu es grand, plus tu as cet effet-là. Et généralement, quand tu fais de la photo d'archi, tu utilises quand même un grand angle, surtout pour des photos d'intérieur, mais aussi pour des photos, pour des bâtiments qui sont hauts. Typiquement, sur mes séries de Dubaï ou de Tokyo, on est sur des bâtiments qui font au moins 100 mètres, 150 mètres. Du coup, il faut quand même un grand angle et il faut pointer vers le haut. Et du coup, ça, c'est des objectifs dits à bascule ou tilt shift qui permettent justement d'éviter c'est des objectifs à décentrement qui permettent d'éviter justement la convergence des verticales. Des petits engrenages, des petites manettes, des petites molettes sur les côtés, qu'on n'a pas normalement sur des objectifs classiques. Non. Et donc du coup, ces objectifs, ils ont deux fonctions. Ils ont le tilt et le shift. Donc la bascule et le décentrement. Exactement. Donc la bascule, c'est ce qui permet d'avoir des photos un peu avec l'effet miniature. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais des photos où il y a une photo de ville, par exemple, et il n'y a que un aspect, un endroit de la photo qui est en focus. Ouais. Et en fait,
s'il y a des gens qui sont en focus et tout le reste est flou, on dirait que c'est comme une maquette. Parce qu'en fait, on ne peut pas obtenir ce résultat à part avec ça, et on peut l'obtenir quand on fait des photos de maquette. Donc du coup, cette fonctionnalité, moi je m'en sers pas trop. Donc concrètement, c'est en fait simplement ton plan de netteté, normalement, qui est droit, tu vas le basculer. Tu le bascules comme ça en fait. Et donc du coup, c'est... On voit l'objectif qui prend un angle. Ouais. Et donc du coup, ça va permettre d'avoir au lieu d'avoir du coup tout ton focus qui va être comme ça, ton focus il va shifter et du coup il va être que dans un plan. Enfin bon, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais ça c'est la première fonctionnalité. Et la deuxième fonctionnalité, c'est dont tu te sers plus parce que le bascule te sert pas trop. Dont je me sers tout le temps, c'est vraiment d'avoir du coup ce mouvement qui va aller vers le haut comme ça. Là. Donc il y a l'objectif qui est comme ça à la base et qui l'avant se monte. Ouais. Et donc ça te permet d'avoir... Et ça te permet d'avoir du coup ton plan. Quand tu... Moi, je shoot tout le temps sur trépied, mais donc du coup, tu mets ton appareil sur trépied, tu règles tes niveaux pour que le truc soit vraiment à niveau. Donc au lieu de monter ton appareil photo, tu shootes face à toi. Tu shootes face à toi, et ensuite tu shifts. Tu bascules. Tu bascules. Non, tu décentres. Tu décentres. On va pas se tromper. On s'en mêle. Tu décentres et en fait, du coup, tes verticales restent totalement droites et ton bâtiment, il reste tout propre. Il reste tout droit. Ouais, donc c'est pas ton poignet qui monte, c'est l'objectif qui va monter. Ouais. Et donc du coup, ça te permet de prendre en fait 3 photos au format portrait que tu vas ensuite merger dans Photoshop pour avoir plus de mégapixels. Comme moi, j'aime bien imprimer en très grand. C'est vrai que du coup, passer de 36 à 72 ou de 64 à 120 mégapixels, ça te permet d'avoir des photos dans lesquelles tu peux vraiment... En fait, c'est une sorte de panoramique, mais quand nous, moldus que nous sommes, nous utilisons un panoramique, on introduit des angles, c'est ça ? Ouais. Donc après, le logiciel, il se débrouille pour remettre ça droit, mais ça introduit des artefacts. Et toi, tu les as pas avec exactement. Ce shift. C'est exactement ça. On fait attention à chaque fois, c'est décentrement. Le décentrement. Okay. Et en gros, ça te permet d'avoir ça. Mais par exemple, quand dans une série un peu plus ancienne, ma série de Dubaï, je le faisais au panoramique classique. Et donc, du coup, c'est vrai que dans Photoshop, c'était un cauchemar après, parce qu'il y a énormément de déformation. Il y a énormément de déformation. Et donc, du coup, le passage à ces objectifs-là, donc quand je les ai achetés, c'est vrai que je trouvais que c'était assez cher, parce que ce sont des objectifs très spécialisés. Mais en fait, ça permet un gain de temps. Et en fait, c'est des objectifs qui sont excessivement sharp, donc très net. Et donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir bosser avec ça. Alors c'est marrant parce que quand on les voit comme ça, on dirait que c'est une nouvelle technologie, que c'est quelque chose qui a été inventé sur les objectifs pour les déformer presque, puisqu'on a l'objectif qui se sépare, qui prend un angle. En fait, c'est pas vraiment une technologie ou en tout cas un principe qui est très futuriste. Et au contraire, ça renvoie un peu au début de la photo et des premiers appareils, notamment des chambres. Peut-être que ce sera plus visuel si on comprend sur une chambre comment ça se passe. Ouais. J'en ai une juste en dessous. Mais ouais, c'est exactement ça. En fait, la modernisation, ça a été d'incorporer la technologie de la chambre dans un objectif. Et miniaturisé quand même. Qui est miniaturisé, parce que sinon, on a ça. Voilà une chambre avec du coup, ici, un objectif qui est semblable au tien. Et en fait, on pourrait considérer que ici, on va avoir la surface sensible dans le capteur. Ouais. Et donc toi, quand tu décentres, en fait, concrètement, tu montes ce plan-là. En fait. C'est exactement donc ça. Ton bâtiment est en face. Tu t'alignes avec le bas du bâtiment, c'est ça ? Ouais. Et après, tu vas pouvoir monter la partie avant de ton objectif. Je pense qu'il est là, ouais. Exact. Et tu vas pouvoir monter comme ça la partie avant, c'est ça ? C'est exactement la même chose qui se passe, mais en format petit format. Voilà. Donc en fait, c'est une adaptation sur un objectif pour pouvoir être en format de poche, sur un réflexe moderne, de ce principe-là. Et donc là, en fait, tu vas pouvoir prendre une photo en étant droit et ton bâtiment va être entier. C'est ça ? Ouais, c'est exactement ça. Donc ça, tu essaies de nous prouver que ça, c'est aussi bien que ça. Non, mais il dit que globalement, c'est pas. Il prend ma défense, j'adore. C'est pas une technologie neuve. Et quand on regarde, par exemple, des photos, moi, je suis assez fan des photos anciennes, des photos vintage, des photos de Paris de 1870. Bah, tout est droit, en fait. Okay. Parce que globalement, c'était la technologie de la chambre. À l'époque, ils utilisaient ils pouvaient que utiliser des chambres. Et donc, du coup, même dans les années, en fait,
les codes de la photographie d'architecture sont vraiment nés aussi du fait que tous les photographes d'architecture avaient une chambre, et donc du coup c'était logique d'avoir les verticales qui étaient droites. Ah d'accord, donc en fait si on n'avait pas eu selon toi ce genre de choses, on n'aurait jamais pu avoir les verticales, et donc ce serait ok de les avoir déformées parce qu'on peut pas faire autrement. Il y aurait peut-être eu moins les codes, mais en tout cas c'est vrai que n'importe quel photographe d'archi, il regarde des photos d'archi des années 1900, tout est déjà parfait, les codes étaient déjà là en fait. Ouais, c'est intéressant que tu dises que c'est né à cette époque-là. Bah, je pense, ouais. Et il existe des possibilités de faire, on commençait à en parler, tu disais que tu avais commencé l'archi, les photos d'archi sans tout ce matos, qu'on comprend parce que c'est un investissement quand même, il faut être sûr que c'est vraiment ce qu'on va faire, et c'est comme tu disais du matos très spécialisé. À la base tu faisais quoi? Tu faisais des photos, tu faisais plusieurs photos que tu mergeais après, que tu assemblais après dans Photoshop, et tu te débrouillais avec les outils de rattrapage? Ouais, bah en fait moi j'ai... donc là maintenant je suis sur un Sony avec des objectifs Canon. C'est vrai que la contrainte aussi de ces objectifs, c'est que c'est des focales fixes. Donc du coup, il y a un 17, il y a un 24, il y a un 50, il y a un 90, t'as pas de zoom. Et donc du coup, alors pour les puristes, c'est évidemment ce qu'on utilise. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut 3 objectifs à décentrement pour pouvoir globalement photographier à peu près ce qu'on veut en architecture. Donc au début, c'est vrai que quand j'ai commencé, je pouvais pas vraiment me permettre d'avoir 3 objectifs à ce prix-là. Et donc du coup, j'avais un 17-40 de chez Canon, qui n'est pas l'objectif le plus net, on va dire, parce qu'en plus on est sur un zoom. Et donc du coup, je redressais les droites dans Photoshop. Il y a vraiment, même pas dans Photoshop, dans Lightroom, il y a vraiment aujourd'hui des outils super simples. Même automatiques. Même automatiques sur l'iPhone. Maintenant, moi je vois, quand je prends une photo dans l'iPhone, si je mets croppé, enfin redresser, il le fait automatiquement, et puis du coup en fait, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que ça fait mal au photographe que tu es qui investit tant de matos, de savoir qu'avec ton iPhone tu peux cliquer sur un bouton et que l'algorithme, enfin qu'il y a un algo qui le fait tout seul? Pour le coup c'est quand même assez pratique parce que parfois ça permet de vérifier quand même, parce que si on le fait à la vue avec les droites, parfois c'est pas facile, parce qu'en fait il y a des bâtiments qui sont juste pas symétriques, pas parfaitement symétrique sur des anciens bâtiments. On va toujours essayer de chercher du coup la perfection, et on va se rendre compte qu'en fait non. Ou par exemple, tu vas être parfaitement droit, et peut-être que le bâtiment lui, et le bâtiment, il y a une droite qui est pas exactement parfaite, ou si tu as le malheur, il y a quand pas mal de mes photos en fait, c'est quand même dans toutes les séries d'églises ou de bibliothèques, comme je voulais avoir une homogénéité assez claire, il y a tout le temps le même point de vue central avec la symétrie. En fait, si on se met en plein centre, on va pouvoir avoir cette symétrie. Si on se met à 50 cm ou même à 10 cm du plein centre, on va avoir une déformation. Ah oui, c'est vraiment scalpel, quoi. C'est vraiment, enfin, quand je fais les photos, il y a le trépied, il est posé à l'endroit où il faut, quoi. Et c'est 10 cm. Donc du coup, le cauchemar du photographe d'archi, c'est la tour de Pise. Tu fais quoi? Tu t'alignes avec le sol ou avec la tour? Ouais, c'est une bonne question. Les cheveux. Je crois qu'il y a des photographes d'archi qui sont morts pour ça. Bah écoute, trop cool de nous avoir apporté un peu tout ce matos pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Ouais, puis après, moi je trouve ça cool en fait, les appareils photo, les trucs techniques, ouais, c'est sympa. Alors ça, c'est un peu lourd, c'est un peu contraignant, mais ça fonctionne très bien avec mon style. Bah écoute, c'est vraiment chouette d'être revenu avec le matos pour qu'on comprenne, parce qu'on aurait pu en parler de la bascule et du décentrement. Mais bon, déjà que quand on le voit, c'est assez complexe quand même, on rentre dans des trucs assez spécifiques. Sans le voir, ça aurait été compliqué. Moi, je te propose qu'on continue à échanger des inspi. Est-ce que pour terminer l'émission, tu aurais des comptes ou des comptes Insta, des photographes, des inspi? On a déjà commencé à parler de quelques noms, dont Sujimoto. Ouais. T'as d'autres comptes comme ça, ou d'autres photographes, d'autres choses qui t'inspirent et que tu aimerais nous partager? Même des reportages, ça peut être n'importe quoi. Ouais, ce que tu veux. Des références ouais. Pour qu'on aille checker un peu tout ça et découvrir des trucs. Je follow pas mal de comptes, j'ai pas mon téléphone là, mais il y a vraiment un mec qui moi me fascine en ce moment, c'est un mec qui s'appelle Ruben Wu. Sur Instagram, c'est It's Ruben. Okay. Et il a fait une série où en fait il a éclairé. En fait, il va dans des milieux naturels, mais des endroits super perdus, dans le désert ou enfin, les endroits déjà de jour sont incroyables, et c'est vraiment. Tu veux nous montrer peut-être? Méga remote, qu'on le voit. Et il a fait une série où il a du coup
utiliser un drone, mais pas pour photographier, mais pour illuminer du coup le paysage avec un drone. Donc en fait, il a des photos de paysages la nuit qui sont totalement surréalistes. Et en fait, quasiment toutes les photos là. Ah oui, d'accord. C'est presque du light painting, sauf qu'il utilise le drone. C'est du light painting de drone. Ah, je suis déjà tombé sur ce qu'il fait. Enfin, le mec là, j'ai vu des déserts avec un petit peu. Et puis même après, il est vraiment bon parce que au-delà de la photo, il fait aussi de la vidéo et il y a vraiment une recherche de la composition, une recherche des lieux qui moi me parle énormément. Et j'avais écouté une interview où c'est vrai que moi, on parlait tout à l'heure de la complexité, de faire demander des autorisations, machin et tout. Mais lui, il explique que voilà, le mec, il prend une caisse et il fait 24 heures de route pour aller au milieu de nulle part et il fait moins 20 degrés. Et puis son drone, au bout de 4 minutes, il tombe en plein dans le désert. Donc, il a une chaîne un peu où il montre ses aventures. Ouais, sur son Insta, il met pas mal de stories. Et c'est vraiment super bien documenté. Et moi, c'est vraiment un des mecs. Là, on est même plus vraiment sur la photo, mais on est sur un artiste visuel. Et bon, là maintenant, il collabore avec des grandes marques d'automobiles, avec Audi, avec. Ah oui, d'accord. Après, c'est fou, on dirait vraiment de l'art graphique. Là, je suis bloqué sur celle-là. Je veux que tu fasses depuis 2 minutes. En fait, c'est quoi? C'est que des longues expos avec le drone qui se déplace et qui est vert. Et après, il les accélère et ça fait, on dirait presque de la 3D. Tu sais, on dirait genre globalement, attends, parce qu'il y en a une qui. Maintenant, avec la techno, genre des trucs comme ça, tu vois. C'est marrant, je suis tombé sur elle il y a 2-3 jours. Je dois l'avoir dans mon feed. Et donc du coup, ça mélange des longues expos et puis des couchers de soleil et puis des éclairages au drone et puis il te fait des mini-films. Enfin, c'est impressionnant. Ça rend fou là. Ouais, c'est dingue. Max, est-ce qu'il y a des trucs qui t'inspirent ou que tu aimerais nous conseiller? Il y a une série de documentaires Netflix, je ne sais pas si je l'ai déjà conseillé, qui s'appelle Abstract. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, au top. Bien. Et en plus, si c'est Netflix, tu l'as sûrement déjà conseillé. Ouais, non, c'est un truc de fou, je me suis fait tout Netflix. Et du coup, il y a des épisodes spéciaux sur la photo. Il y en a 1 ou 2 sur des photographes. Et tu en as aussi 2 ou 3 sur l'architecture. C'est pour ça, avec toi, j'ai pensé à... T'as un architecte d'intérieur assez ouf. Ouais. Et tu as un autre épisode. Là, il y a 2 saisons. Maintenant, j'ai pas vu la deuxième. Mais j'ai vu qu'il y avait un autre architecte aussi qui avait été invité. Je crois que tu as une décoratrice d'intérieur. C'est assez intéressant. Ouais. Tu as un architecte, tu as Big. Je crois que c'est le premier épisode. Architecte superstar qui fait des bâtiments incroyables. Et le photographe, c'est qui d'ailleurs? C'est le mec qui fait que des portraits. Il shoot que à l'argentique. Il shoot que au Glad, je crois. Ouais. Et il a fait les portraits des plus grandes célébrités, des plus grands du monde politique. Et c'est intéressant parce qu'il dit qu'il est dyslexique. Et donc, du coup, son processus, il est très normé et très, très figé. Et donc, du coup, il y a une patte qui est claire dans son boulot. Ouais, il est génial cet épisode. Et puis, je mentionne aussi ce truc-là, enfin, on l'a pas dit, mais c'est parce que la photographie de ce documentaire, comme beaucoup de nouveaux documentaires Netflix, c'est genre magnifique. Ah d'accord, donc c'est un reportage? Ouais, c'est une série docu Netflix, ce qu'ils font beaucoup maintenant, mais genre tout est beau, quoi. Les plans sur les guests sont fous, tous les plans sont magnifiques. Donc, c'est un peu comme, je sais pas, vous avez vu Chef Stable? Ouais. Bah, c'est un peu dans le même style, tu vois. Et Chef Stable, je pensais que j'allais pas aimer parce que je suis pas non plus très branché docu pouf, mais visuellement, c'est pareil, magnifique. Incroyable. Donc, fou. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous on était ravis de te recevoir, de parler de ce que tu fais, de venir un peu avec toi dans tes voyages. Merci beaucoup d'être venu. Avec du matos à nous montrer et plein d'histoires. C'était vraiment chouette. Ouais. J'espère même, et je finirai là-dessus, que tu as passé un archi bon moment. Oh là là, bien joué. C'était Parole d'Image, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.